Les modalités de l'ouverture à la concurrence. Et on va ouvrir le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Vaspart. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Côtes-d'Armor. Également avec nous Hervé Maurey. Bonjour, président de la Commission de l'aménagement du territoire. Vous êtes par ailleurs sénateur centriste de l'Eure. Et puis Jean-Michel Houllegatte est également avec nous. Bonjour, sénateur socialiste de la Manche. On va revenir, messieurs, si vous le voulez bien, sur les principales dispositions adoptées sur cette réforme ferroviaire par le Sénat. Michel Vaspart, jusqu'ici, les débats, on l'a vu, ont été marqués par les prises de position des communistes, mais dans l'ensemble, la majorité sénatoriale a soutenu la majorité présidentielle sur ce texte. Oui, on a soutenu la majorité présidentielle tout simplement parce qu'il y a eu un travail en commission qui a été un travail excessivement important. Entre le texte qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale et celui qui sort du Sénat, il y a quand même énormément d'apports, notamment en matière également de protection sociale, sur un certain nombre de sujets. Et nous trouvons que le texte est adapté. D'autre part, il y a eu également une réduction des ordonnances que souhaitait le gouvernement. Il y a eu véritablement des débats. D'ailleurs, on le voit, hier, l'article 1 nous a occupé quasiment toute la journée, jusque très tard dans la nuit. Donc on ne peut pas dire que le débat n'a pas eu lieu sur les sujets essentiels de cette réforme ferroviaire. Hervé Maurey, c'est le travail de co-construction qui s'est fait avec le gouvernement, qui a porté ses fruits dans le cadre de ce débat parlementaire. Écoutez, comme l'a dit Michel Vaspart, on a un texte qui va sortir du Sénat très nettement amélioré par rapport au texte que l'on a reçu de l'Assemblée nationale. On a reçu de l'Assemblée nationale un texte sur lequel il n'y avait rien en matière sociale. On a écrit le volet social avec des dispositions pragmatiques, responsables et de nature à rassurer les syndicats. On a renforcé l'aspect aménagement du territoire, qui est quelque chose de très important pour nous, parce qu'on ne veut pas que l'ouverture à la concurrence conduise à de moindres dessertes de nos territoires. Donc je crois que le Sénat a pleinement rempli sa mission et montre une fois de plus son utilité à un moment où on parle de réformer les institutions. On a besoin du Sénat et on a besoin du camérisme en France. Ouais. Jean-Michel Houllegatte, peut-être un avis un peu différent de celui de vos collègues sénateurs ? Pas sur le dernier point. Je crois qu'on peut aujourd'hui être fier d'être sénateur parce qu'on voit très bien que le gouvernement s'y était mal pris, avait fait les choses à l'envers. Nous, on aurait souhaité au contraire qu'il y ait une loi sur les mobilités, puisqu'on l'a vu dans les débats. On a beaucoup parlé du fret, on a beaucoup parlé éventuellement... Une grande loi sur les mobilités est en préparation. Oui, mais il aurait été préférable d'avoir une grande loi sur les mobilités qui définisse un cadre, et puis après, derrière tout ça, faire le travail parlementaire, et on voit très bien que les ordonnances ont été, je dirais, la mauvaise solution. Et aussi, il faut rendre compte d'une chose, c'est que s'il n'y avait pas eu la mobilisation des salariés, peut-être qu'on n'en serait pas là non plus. Donc il faut aussi rendre hommage à tous ceux qui, sur le terrain, se sont mobilisés pour faire bouger les choses. Justement, en ce qui concerne cette mobilisation des salariés, elle doit cesser maintenant. Il n'y a plus de motif de faire la grève, selon vous, Michel Vaspart. La grève est un droit constitutionnel, bien entendu, et personne ne veut la remettre en cause. Néanmoins, je crois que nous pouvons espérer qu'au lendemain de l'approbation de ce texte, c'est-à-dire peut-être ce soir ou demain matin, il puisse y avoir un apaisement, parce que moi je pense effectivement à l'instant à tous nos concitoyens quand même, parce qu'on parle beaucoup effectivement de cette réforme ferroviaire, mais ça touche maintenant depuis un certain nombre de semaines nos concitoyens, ça les met dans des difficultés excessivement importantes. Donc à partir du moment où on a apporté un certain nombre d'améliorations et de solutions, ça devrait être de nature à faire cesser la grève, si en tout cas les syndicats le souhaitent, mais je crois que nous le souhaitons fortement. Nous souhaitons fortement que ce texte soit également une facilité de sortie. Oui, pourtant la grève est maintenue normalement jusqu'au 28 juin. Hervé Maurey, est-ce que vous lancez un appel solennel justement aux syndicats à cesser le mouvement ? Oui, naturellement, Michel Vaspart l'a dit, dès lors qu'on va avoir un volet social qui sera, je crois, tout à fait respectueux des salariés de la SNCF. Dès lors, il faut le rappeler aussi, que le gouvernement fait un effort en annonçant la reprise de la dette, ce qui est quand même quelque chose d'essentiel pour l'avenir de la SNCF. Et dès lors que la loi va être prochainement votée, je crois qu'il va falloir, selon la formule célèbre, savoir arrêter une grève. Moi, je suis très choqué d'entendre des syndicats qui disent « mais même si la loi est votée, on continuera la grève ». Je pense que ça n'est pas acceptable de dire des choses comme ça, que ça n'est pas démocratique. Le droit de grève est certes un droit constitutionnel, mais la liberté d'aller et venir, la liberté de devoir aller à son travail et de pouvoir travailler, de pouvoir aller passer des examens pour les étudiants, c'est aussi quelque chose qui me paraît tout à fait indispensable. Alors, on voit bien d'ailleurs que l'opinion publique
ne interrompt soutient puisque plus vous cette savez, grève. oui, c'est le principe de cette émission. On va retourner en salle des conférences pour une réaction à ce débat parlementaire en cours. À vos côtés, Saveria Rojek, le sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle, Olivier Jacquin. Absolument. Bonjour Olivier Jacquin. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants alors que je sais que vous défendez justement des amendements sur cette réforme ferroviaire. Comment justement avez-vous jugé les débats jusqu'à présent depuis mardi ? Ils sont d'autant plus intéressants qu'on sent qu'il y a un vrai espace pour le Sénat. Et donc, on a un certain nombre de marqueurs pour mon groupe qui sont posés et on a vu un certain nombre d'évolutions, je vais vous dire insuffisantes, sur une question majeure comme l'organisation et la gouvernance de SNCF, ces transformations à SA. On n'a rien obtenu. Le gouvernement a été absolument inflexible. Et en matière sociale, on proposait un amendement de bon sens qui disait, par respect pour les cheminots qui sont en cours de négociation, qui ont un statut qu'ils connaissent, on met fin au recrutement au statut lorsque on a négocié la nouvelle convention collective ferroviaire nationale. Il me semblait que c'était quelque chose de bon sens. Nous n'avons rien obtenu, malgré de nombreux amendements de repli qui proposaient des délais progressifs. Je vais le dire comme ça, que dalle. Donc là, il y a une vraie déception. Maintenant, vous m'extrayez de l'hémicycle. Il y a d'autres bagarres très importantes après-midi sur les conditions de transfert des agents qui seraient soumis à un changement d'opérateur. Et je crois que là, il y a des choses importantes à jouer. Et mon groupe a fait des propositions qui nous semblent progressiste. La ministre Elisabeth Borne a rendu hommage au travail qui a été fait en commission. C'est un texte amélioré qui va sortir du Sénat. Elle peut remercier M. Moret et M. Cornu, qui sont à la fois compétents, mais étonnamment conciliants avec le gouvernement. Quand on se rappelle comment est sorti le texte de l'Assemblée nationale, on s'attendait que la majorité, les Républicains, le durcissent d'un point de vue libéral. Il se passe quelque chose d'inverse. Pourquoi ? Alors, il y a des choses secrètes qu'on ne sait pas, mais il y a une chose avérée, c'est la pression des syndicats progressistes. Et là, je découvre ce genre de situation en négociation. Je pense que UNSA et CFDT, bien sûr, et je salue l'intelligence du rapporteur. Je lui ai par provocation dit, est-ce que Gérard, tu voudrais pas ta carte au Parti Socialiste, vous voyez. Et non, il y a encore du boulot là, mais je crois que je vais vous laisser. Très bien, je vais vous laisser justement retourner en séance. En tout cas, merci beaucoup. Merci. J'espère que je n'ai pas perdu mon amendement. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On va continuer le débat en plateau. Jean-Michel Houllegatte, on a entendu un petit peu là aussi les inquiétudes à l'instant même justement d'Olivier Jacquin, le chef de file des socialistes, sur ce texte, notamment sur tout ce qui concerne le volet social et le transfert des agents. Alors là, est-ce qu'il y a des compromis qui ont été obtenus en commission, notamment sur la possibilité de revenir à la SNCF et sur la garantie d'un salaire net aussi? Tout à fait, mais je crois que c'est pas encore suffisant. Si on veut véritablement que le mouvement s'arrête, il faut qu'on soit en capacité d'apporter des garanties aux salariés qui sont inquiets. Et ils ont parfois raison d'être inquiets, même s'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées sur le droit d'option, il y a eu des avancées sur la capacité à pouvoir revenir, mais le statut, pour moi, fait partie du patrimoine génétique, d'une certaine façon, des salariés qui l'ont à l'heure actuelle. Je ne vois pas pourquoi ils devraient le perdre en cas de transfert ou du moins en cas de retour. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont progresser, je l'espère, cet après-midi et qui permettront justement au groupe de se déterminer et qui sont, moi, à mon avis, des choses extrêmement fondamentales pour pouvoir justement être en capacité de rassurer les salariés qui sont inquiets. Cette question du transfert des agents en cas effectivement de l'ouverture à la concurrence, les garanties sont nécessaires ou vous comprenez les inquiétudes de Jean-Michel Houllegatte? Je voudrais quand même rappeler d'abord que le statut n'est remis en cause qu'à partir de 2020, c'est-à-dire qu'à partir des futurs entrants. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont le statut, il n'y a rien qui change. C'est quand même utile de le rappeler. Deuxièmement, en ce qui concerne les transferts, le personnel qui sera transféré gardera son niveau de rémunération, gardera dans la nouvelle entreprise un certain nombre d'avantages sociaux qu'on appelle le sac à dos social. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'essentiel des avantages dont il bénéficie aujourd'hui. On a proposé et on l'a inscrit dans le texte de la Commission, après avoir reçu les syndicats au grand jour, et il n'y a rien de caché, contrairement à ce qui était sous-entendu dans votre reportage, une possibilité de retour vers l'entreprise d'un salarié qui aurait été transféré dans une autre entreprise si dans un délai qui pour l'instant est fixé entre 3 et 6 ans, il souhaite revenir à la SNCF, il le pourra et il pourra retrouver son statut. Et je rappelle également que le transfert se fera avant tout sur la base du volontariat dans un périmètre assez large puisque c'est à l'échelle d'une région entière. Donc je vous assure qu'il y a beaucoup de salariés dans ce pays qui aimeraient bénéficier de ce qu'on est en train d'écrire dans
la loi. Donc je veux bien qu'on fasse de la démagogie, je veux bien quand on est dans l'opposition qu'on dise un peu tout, son contraire et n'importe quoi. On entend ça notamment avec les communistes depuis 2 jours maintenant, mais regardons les choses en face et je crois que vraiment on arrive à quelque chose de très correct. Michel Vaspart, on imagine effectivement que vous pensez qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur ces questions de statut, notamment en cas de transfert des agents. Oui, mais juste un mot, parce que je pense que Hervé vient d'expliquer bien les choses sur les transferts, même si tout n'est pas actuellement encore voté. Hein. Mais juste une chose aussi sur une forme de désinformation qui est assez pénible, parce qu'en définitive, ce n'est pas exact. On a ajouté, nous aussi, au niveau de la Commission, l'incessibilité des parts que détient l'État dans les différentes filiales qui vont être créées. L'incessibilité. Donc quand on parle, ou quand nos collègues communistes parlent de privatisation, c'est du mensonge. Ce n'est pas une privatisation. Il y a une ouverture à la concurrence, et de notre point de vue, cette ouverture à la concurrence, elle est salutaire pour améliorer le service ferroviaire, que ce soit pour les lignes TER, pour les Transiliens bien entendu, ou que ce soit aussi l'open access pour les TGV. Donc je crois, attention à la désinformation. Oui, mais attention aussi à la démagogie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, parce que nous avons posé des questions, justement. Nous avions une loi qui est la loi de 2014 avec ses 3 épiques, et on ne nous a pas pour l'instant prouvé que ça ne fonctionnait pas et que ça ne pouvait pas fonctionner dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. On a plusieurs fois interpellé Madame la Ministre qui ne nous a pas répondu. Donc on a l'impression que le gouvernement veut avoir des marqueurs qui sont des marqueurs un peu dogmatiques, à la fois sur la transformation des épiques en SA et sur l'abandon du statut. Alors qu'en réalité, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas eu les réponses qui justifiaient une telle position. Alors Jean-Michel Houllegatte, on va retourner justement en séance puisque Tam Tranuy suit de près les débats pour nous. Tam, on va faire un point notamment sur la question des péages. Ça a donné lieu à beaucoup de débats ce matin. Et oui, l'aménagement du territoire qui était au cœur des débats ce matin, alors que le Sénat a adopté, cela contre l'avis du gouvernement, un dispositif qui fait en sorte que les régions n'aient pas à pâtir d'éventuelles hausses du péage ferroviaire. Alors on va essayer d'expliquer ce sujet assez technique. Pour être tout à fait clair, SNCF Réseau, qui gère les infrastructures, fait payer des péages aux opérateurs, aux trains, pour qu'ils aient accès à ces infrastructures. Ces opérateurs, c'est SNCF Mobilité et puis d'autres opérateurs qui auront accès à ces marchés une fois qu'il y aura eu l'ouverture à la concurrence. Alors certains trains font l'objet d'une convention, ils sont subventionnés par les régions, ce sont les TER, les intercités qui sont indispensables à la couverture du territoire, et le Sénat craint que les hausses des péages décidées par SNCF Réseau puissent devenir insoutenable pour les opérateurs d'un point de vue financier, que cela se répercute ensuite sur les finances des régions. Ronan Dantec l'a très bien résumé tout à l'heure, je le cite: il faut qu'on ait la garantie que demain l'État ne dira pas aux régions, puisque c'est vous qui voulez cette ligne-là, c'est vous qui allez payer. Tout cela poserait bien sûr de gros problèmes d'égalité territoriale. Je précise bien que pour amender le dispositif, 3 amendements identiques ont été adoptés des groupes UC, RDSE, socialistes, et cela avec la bénédiction du rapporteur Les Républicains Gérard Cornu, mais contre l'avis du gouvernement. C'est dire s'il y a une forme d'union sacrée au Sénat lorsqu'il s'agit de protéger les territoires face aux éventuelles conséquences négatives de la réforme ferroviaire. Merci à vous, Tam. Avant d'en débattre avec mes invités, on retourne salle des conférences pour une autre réaction. À vos côtés, Saveria Rojek, la sénatrice communiste du Val-de-Marne, Laurence Cohen. Bonjour Laurence Cohen. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Merci d'être sorti quelques instants de l'hémicycle pour nous répondre justement. Comment avez-vous jugé la teneur des débats jusqu'à présent depuis mardi? Comment jugez-vous, j'allais dire aussi, l'attitude d'Elisabeth Borne, de la ministre? Hier dans l'hémicycle, elle a accusé le groupe communiste de faire circuler des contre-vérités à propos de la privatisation de l'entreprise. Bien, écoutez, d'abord je juge que c'est un débat qui est quand même âpre, parce qu'il y a vraiment 2 positions qui s'opposent, c'est-à-dire celle du gouvernement et effectivement la nôtre, où elle défend finalement l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire la voie vers la privatisation. Nous sommes pour un service public de qualité, donc amélioré avec des moyens, et hier elle n'assumait pas finalement sa politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'enfin, on entend quand même que oui, il y a l'ouverture à la concurrence, elle assume un peu plus, disons, sa politique. Comment pouvez-vous parler d'une voie vers la privatisation alors que l'incessibilité a justement été inscrite dans la version sénatoriale du texte? Parce que, si vous voulez, on sait très bien, et avec la rencontre qu'on a eue avec les différents syndicats des autres pays européens, ils nous ont montré
est vraiment exemple à l'appui. Et ce qui me navre, c'est qu'ils n'ont pas rencontré que le groupe, ça c'est bien qu'ils aient rencontré d'autres groupes, mais ce qui me navre, c'est que les autres groupes politiques, visiblement, n'en aient pas tiré les mêmes conclusions. Ils ont montré que ce soit en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, les choses s'étaient un peu déroulé de la même façon et qu'au bout du bout, on est arrivé vers une privatisation qui était larvée, mais qui en fait a dégradé la qualité de service. Donc on part d'un constat où effectivement les conditions de transport sont difficiles parce que l'État depuis 20-30 ans bien n'a pas investi et on en arrive en disant la solution miracle, c'est la privatisation. Un des points importants à discuter cet après-midi dans l'hémicycle, ce sont les conditions de transfert des salariés. Quelles sont les modifications qui sont prévues pour ces conditions de transfert des salariés? Écoutez, en tout cas, là aussi, on va se battre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas seul dans l'hémicycle, c'est-à-dire qu'on est vraiment les porte-voix des cheminots et des passagers qui ont besoin d'amélioration. Et on défend le statut des cheminots parce que ce ne sont pas des privilégiés, ce sont des droits conquis et ça permet, y compris, d'éviter qu'il y ait une mise en concurrence entre les salariés d'une même entreprise, qu'il y ait effectivement des conditions de travail qui permettent de répondre aux impératifs d'un service de transport. Très bien, merci beaucoup. Merci Laurence Cohen d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette nouvelle réaction. Hervé Maurey, vous souhaitiez réagir justement aux amendements adoptés ce matin en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le rôle des régions. Oui, d'abord je voudrais réagir à ce que vient de dire Mme Cohen, parce que c'est vraiment insupportable d'avoir des sénateurs communistes qui passent leur temps à répéter des contre-vérités. Il n'est pas question de privatiser. Il n'y a pas un sénateur, pas un seul, qui a demandé la privatisation de la SNCF. L'ouverture à la concurrence, ça n'est pas la privatisation. Donc arrêtons de raconter des mensonges. Pour revenir à votre question, je crois que l'aménagement du territoire, c'est dans l'ADN du Sénat et que tous les groupes politiques se retrouvent sur le sujet. Donc le dispositif qu'a proposé le gouvernement et que nous avons accepté en commission, c'est qu'il y ait un système de péage du réseau qui soit incitatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la SNCF ou demain un concurrent, pour exploiter une ligne, doit payer à SNCF Réseau un droit d'usage de la voie ferrée. Et pour éviter qu'il y ait des bouts de ligne qui ne soient pas desservis, l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait un péage qui soit incitatif. Concrètement, aujourd'hui, si on prend un TGV Paris-Chambéry, la portion Lyon-Chambéry n'est pas rentable. Donc pour éviter que demain elle ne soit plus desservie, le gouvernement a l'idée de dire eh bien ça coûtera moins cher pour la SNCF ou un concurrent de payer le rail pour un Paris-Chambéry que pour un Paris-Lyon. Ça, c'est le système que propose le gouvernement. On pense que c'est bien, mais que ça n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que nous avons inscrit dans le projet de loi, un dispositif qui était dans la proposition de loi que j'avais présenté avec Louis Nègre, qui est l'obligation pour l'État de conclure des contrats de service public si d'aventure ce dispositif n'était pas suffisant. C'est-à-dire que si malgré ce dispositif, on n'a pas des lignes qui desservent les bouts de ligne, c'est-à-dire Paris-Chambéry, pour rester sur mon exemple, eh bien l'État aura obligation de conclure un contrat de service public pour assurer cette continuité, cette desserte sans rupture. Le gouvernement n'était pas favorable. Est-ce que vous redoutez qu'en commission mixte paritaire, les députés ne retiennent pas cette option? La commission mixte paritaire, j'aurai l'honneur de la présider et on fera tout pour que ce qui a été voté au Sénat soit maintenu. Jean-Michel Houllegatte. Oui, un mot sur l'ouverture à la concurrence. Elle est ni plus ni moins que la résultante de l'acte unique de 1986. Alors c'est vrai, elle doit se faire de façon progressive, de façon modérée, mais surtout de façon encadrée. Et l'ouverture à la concurrence, vous me permettez l'expression, c'est un peu mettre un tigre dans le moteur du ferroviaire. Donc ça veut dire qu'il faut que les barreaux de la cage soient solides. Et c'est bien notre travail de faire en sorte que cette ouverture à la concurrence, elle puisse être cadrée et solidement cadrée. Pour revenir à ce qui s'est passé ce matin, moi je crois qu'au-delà du triangle qui nous anime, c'est-à-dire la qualité de service aux usagers, l'équilibre des territoires et l'aménagement du territoire, et puis aussi les salariés, eh bien, il y a eu une unité, non pas uniquement sur les territoires, mais pour bien comprendre que la SNCF, c'est notre patrimoine commun à tous, c'est d'une certaine façon une référence un peu historique, et que nous ne voudrions pas revenir à la situation d'avant 1937 où vous auriez des compagnies régionales, etc., etc. D'où la nécessité de la péréquation, et c'est pour ça je pense qu'on a eu une unité, une belle unité ce matin, qui montre aussi, là aussi, la force du Sénat et qui sera un appui pour la commission mixte paritaire. Oui, est-ce qu'on pourra malgré tout empêcher la fermeture de certaines petites lignes jugées peu rentables? On se souvient du rapport Duron qui avait mis le feu aux poudres, Michel Vaspart. Ah oui, alors ça, on peut dire que le rapport Spinetta a mis le feu aux poudres dans les territoires. On a un réseau ferré qui est absolument très dense en France, et on a également un certain nombre de projets de rénovation de lignes, puisque ça a été dit par les uns et les autres, mais le réseau secondaire
a été très très délaissé. Il y a une priorité de mise depuis des années sur les lignes LGV. Ça a été des choix politiques et on n'a pas à revenir dessus puisqu'ils sont là et très bien. Oui. Et ça dessert aussi des villes moyennes. Mais même si Fabienne Keller a fait aussi voter un amendement pour justement garantir que les lignes LGV en cours seront bien, menées à terme. Eh bien oui. Eh bien oui, et j'ai eu l'occasion de le dire également en tribune lors du début de la discussion de cette loi. Tout simplement parce que nous tenons, évidemment, c'est l'ADN évidemment du Sénat, l'aménagement du territoire, donc nous tenons à ce que les villes moyennes continuent à être desservies par des TGV. Ceci dit, il y a eu un engagement de la ministre à plusieurs reprises, et encore cette fois-ci, sur le maintien des petites lignes, puisque effectivement il y avait eu un traumatisme au lendemain de la parution du rapport Spinetta. Ouais, mais ces petites lignes rentables, est-ce qu'il faut à tout prix les maintenir, Hervé Maurey? C'est effectivement une des questions que l'on se posait après ce rapport Spinetta. Écoutez, le gouvernement a pris des engagements sur le fait qu'il ne reviendrait pas sur la desserte apportée par ce qu'on appelle de manière impropre les petites lignes. Mais c'est vrai que l'inquiétude, elle demeure au Sénat. Et l'ensemble des interventions qu'on a pu entendre ce matin, vous parliez notamment de Ronan Dantec, mais il n'était évidemment pas le seul là-dessus, montre qu'il y a une inquiétude. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre le plus de garanties possible dans le texte. Maintenant, il faut aussi faire preuve de responsabilité. Quand on a des lignes où il y a tellement peu de voyageurs que ça coûterait moins cher d'offrir un taxi à chacun des voyageurs, il faut aussi faire preuve de pragmatisme et d'intelligence. Mais on est, encore une fois, très attaché à cette desserte de nos territoires. Tout à fait. Les territoires doivent être irrigués. Je veux dire, c'est une des grandes problématiques que l'on a actuellement en matière d'aménagement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nos territoires ruraux sont en souffrance. Et d'ailleurs, le Sénat prend des initiatives, et il prend des initiatives conjointes. C'est une très bonne chose pour leur revitalisation. Mais aussi, n'oublions pas qu'il y a des phénomènes de métropolisation qui sont en train de s'opérer au détriment donc, des territoires les plus reculés d'une certaine façon, et que d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le ferroviaire ou par d'autres modes de transport, il faut que nos territoires continuent à être irrigués. Michel Vaspart, on évoquait aussi la question de la reprise de la dette, puisque vendredi dernier, c'est Édouard Philippe qui a fait des annonces en ce sens. Gérard Cornu, le rapporteur du texte, me disait que ce n'est pas aux cheminots de supporter cette dette, mais est-ce que c'est aux contribuables, puisqu'au final, c'est aussi une question qui se pose, qui va payer cette reprise de la dette partielle par l'État? Écoutez, la dette, elle n'est pas due effectivement essentiellement au problème de dysfonctionnement ou de fonctionnement de la SNCF. Elle est due aussi au choix politique que les gouvernements, toutes sensibilités confondues, ont pu faire en matière d'investissement, je le disais tout à l'heure, notamment sur les LG, essentiellement sur les LGV. Donc cette dette-là, elle dépend d'abord de l'aménagement du territoire et elle revient d'abord à l'État. Donc que l'État récupère ces 35 milliards d'euros de dette, ce n'est que tout à fait juste, de façon à redonner toute sa force à la SNCF pour pouvoir se redévelopper dans le cadre de ses filiales une fois l'opération faite. Mais c'est de l'aménagement du territoire et c'est de la responsabilité de l'État. Donc ça rejaillira sur les contribuables. Hervé Maurey et Jean-Michel Holgate peut-être. Oui. Alors, rapidement, parce que ça a été un des éléments du débat, la dette, elle peut aujourd'hui être reprise par l'État parce que les conditions des finances publiques le permettent. Et s'il n'y avait pas eu les mesures qui ont été prises par le gouvernement précédent, celui notamment de l'action de François Hollande, eh bien nous ne serions pas en capacité d'avoir une maîtrise des dépenses publiques qui permettent, entre guillemets, d'avoir le critère des fameux 3%. 3% du PIB, c'est 66 milliards, donc on est largement dans la capacité d'absorber sur plusieurs années, bien évidemment, la dette. Hervé Maurey, écoutez, je crois qu'il ne vaut mieux pas parler du bilan de François Hollande, notamment sur ce sujet, parce que je rappellerai quand même que c'est le gouvernement précédent qui a enterré la réforme sociale de la SNCF qui était indispensable et qui a dit en compensation, on va reprendre la dette, laisse-moi finir, en compensation, on va reprendre la dette pour 3 mois plus tard, enterrer le sujet et laisser cette dette. Et c'est quand même ce gouvernement que je ne soutiens pas, parce que je ne suis pas dans la majorité, qui a le courage de reprendre la dette. Alors s'il y a bien un sujet sur lequel les socialistes devraient faire profil bas, c'est celui-là, parce que l'attitude du gouvernement Hollande sur la SNCF a été absolument honteux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est très bien de reprendre la dette, mais il faut faire en sorte de ne pas continuer à générer 3 milliards de dettes par an. Alors on sait que ces 3 milliards de dettes par an, il y en a moitié qui sont dues à la dette, mais il reste quand même 1,5 milliard. Mais la transformation en société anonyme, de toute façon, va empêcher justement... Oui, alors justement, c'est aussi une réponse que j'aimerais apporter à M. Holgate, qui fait semblant de ne pas comprendre pourquoi on transforme les EPIC en SA. C'est que quand vous avez une SA, vous ne pouvez pas avoir un tel volume de dette. Vous avez des obligations comptables, des obligations de transparence.
transparence, des obligations en termes de gestion et de gestion rigoureuse qui n'existent pas dans l'EPIC. Voilà pourquoi le gouvernement, et je le soutiens là-dessus, a décidé de transformer la SNCF en société anonyme par rapport à un EPIC. C'est pas par dogmatisme, c'est par souci de l'efficacité de la gouvernance. Ouais. Jean-Michel Houllegatte. Oui, je veux dire, il y a des EPIC qui fonctionnent très très bien. C'est pas automatiquement parce que vous êtes en EPIC que vous êtes automatiquement en dette. Je crois qu'il faut aussi savoir garder raison dans cette argumentation. En ce qui concerne le gouvernement Hollande, on peut quand même lui porter à son crédit d'avoir mis d'une certaine façon en avant la fameuse convention collective qui est en cours de négociation sur les transports ferroviaires au sens large du terme. On a commencé ce débat, Michel Vaspart, en s'interrogeant aussi sur le rôle et l'attitude des syndicats après le vote du Sénat. On a vu l'UNSA et la CFDT proposer des amendements, faire bouger le texte sans pour autant renoncer à faire grève. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un déblocage de la situation peut-être après le vote solennel mardi? Écoutez, je ne sais pas lire dans une boule de cristal. Ce que je peux vous dire, c'est que nous pouvons que l'espérer, parce qu'encore une fois, je me répète un peu, mais c'est par rapport à l'ensemble de nos concitoyens qui sont touchés par cette grève, je crois qu'il va être temps, évidemment, qu'elle cesse. Hein. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure déjà. En tout cas, ce que je voudrais dire, moi, j'ai été vraiment très fier d'être sénateur autour de ce texte, parce que on était quand même assez décriés, les parlementaires en général et le Sénat en particulier. Je dois dire que là, le travail du Sénat a été remarquable, grâce notamment au président et au rapporteur de notre commission, qui ont fait un travail absolument considérable. Je trouve que le Sénat, on va attendre la fin de la discussion, mais vraiment peut être montré en exemple sur sa capacité à faire évoluer une impasse dans laquelle le gouvernement était. Et je pense que le gouvernement devrait aussi se souvenir que le Sénat peut servir à quelque chose dans les mois qui vont venir. À bon entendeur, salut. Hervé Maurey, sur l'attitude de l'UNSA et de la CFDT, vous continuez le dialogue avec ces syndicats réformistes. Vous allez les rencontrer avant le vote solennel, peut-être? Écoutez, on les a rencontrés avec le rapporteur, on a maintenu les contacts, on a échangé. Je crois, pour les avoir rencontrés, qu'un certain nombre de dispositions que l'on propose, et notamment cette possibilité de retour vers la SNCF d'un personnel qui aurait été transféré et qui souhaiterait revenir à la SNCF et retrouver son statut, c'est des éléments qui, pour ces syndicats qui sont, j'allais dire, les plus réalistes, sont des éléments qui vont dans le bon sens. Et je pense, encore une fois, que cela, plus la reprise de la dette, c'est de nature à apaiser les choses, à faire en sorte que cette grève cesse enfin. Alors évidemment, quand on est dans la négation de la réalité, quand on parle de privatisation, quand on dit peu importe la loi, je continuerai, bon, effectivement, vous ne pouvez pas espérer grand-chose de ce type de syndicat. Mais la CFDT et l'UNSA sont dans une approche beaucoup plus réaliste et je pense que les choses devraient se résoudre dans les prochaines semaines et j'espère même les prochains jours. Eh bien, merci à vous Hervé Maurey, merci Michel Vaspart, merci Jean-Michel Houllegatte. Je vous laisse regagner la séance, l'hémicycle, puisque le débat continue. Merci. Nous vous en